Bonjour et bienvenue à la présentation de mon premier chapitre de doctorat qui porte sur l'origine et la dynamique écologique de la limite nordique des érablières à sucre. Donc nous allons d'abord commencer avec une petite histoire du climat au courant de l'Holocène. Donc, suite à la déglaciation il y a à peu près 12 000 ans, il y a eu une période de réchauffement qui s'appelle le réchauffement post-glaciaire. Donc, la température a atteint un plateau où elle s'est maintenue pendant plusieurs milliers d'années. Donc, cette température plus haute a été accompagnée d'un climat un peu plus sec, et c'est la période qu'on appelle l'optimum thermique. À sa fin, la température a rebaissé et l'humidité de l'air a augmenté pour avoir une période qu'on va appeler le refroidissement néoglaciaire, qui était plus fraîche et humide. Finalement, nous avons le réchauffement anthropique récent. Donc, pour répondre à ce genre de changement climatique, les organismes sessiles, comme les arbres, ont plusieurs stratégies. Mais ce qui est important à noter, c'est que c'est les peuplements marginaux qu'on va trouver au nord et au sud de l'aire de distribution qui vont être les plus importantes, puisqu'elles vont être les premières à ressentir les changements dans l'environnement, et ça va aussi être les premières à coloniser de nouveaux milieux. C'est pourquoi nous avons décidé d'étudier les populations marginales d'érables à sucre. Mais comment est-ce qu'on définit une population marginale? Ici, nous avons deux proxys. D'abord, les picots rouges qui représentent des peuplements basés sur des cartes écoforestières, alors que les dégradés gris représentent l'étude de la densité de la population en fonction de sa présence dans des placides permanentes ou temporaires du ministère. Et on voit que dans la sapinière à boulot jaune que voici, on a un gradient du sud vers le nord où la densité diminue. C'est vraiment à cette limite nordique-là qu'on va pouvoir dire que les peuplements sont isolés et représentent un très petit fragment du paysage forestier et sont donc marginaux. Voici une schématisation de ce à quoi ressemble le paysage à ces latitudes. D'abord, au P1, nous avons nos sommets d'érablières qui sont assez rares. Dans les vallées qui entourent ces collines-là, on va avoir des peuplements résineux qui sont représentatifs de la matrice forestière de la région, qu'on va appeler P2. Et finalement, sur la plupart des sommets qui vont entourer les érablières, nous allons trouver des peuplements qui vont être codominés feuillus et résineux, que nous allons appeler P3. Donc voici un exemple concret. Nous avons un sommet d'érablière ici. En bas de la pente de cette colline-là, on trouve un peuplement P2 résineux. Et finalement, de l'autre bord de ce lac-ci, on trouve un sommet sans érablière qu'on appelle P3. Et donc, l'objectif de l'étude était d'abord de dresser un portrait historique de la variation de l'érable à sucre dans la région, entre autres déterminer son introduction et comment son abondance a changé avec le changement climatique, et ensuite déterminer qu'est-ce qui contrôle sa présence sur les sommets présentement. Pour ce faire, nous avons comparé les trois types de placettes que je vous ai expliqués tantôt, donc P1, P2 et P3, à travers de 6 sites. Donc, les sites étaient étalés sur la largeur de la sapinière à bouleau jaune. Donc, à l'ouest complètement, nous sommes en Abitibi, alors qu'à l'est complètement, nous sommes au Saguenay. À chacune des trois placettes par site, nous avons fait un prélèvement de 20 échantillons de 750 cm3 de sol inorganique qui ont été ensuite tamisés et triés pour extraire les charbons qui ont été pesés et finalement identifiés sous microscope. Ici, on voit la différence entre une coupe fraîche d'arbres à gauche et un charbon à droite. Pour l'étude, plus de 2800 charbons ont été identifiés. Nous allons passer maintenant à les résultats et les discussions préliminaires. Et on va commencer avec l'abondance des particules de charbon. Donc, sur l'axe des X ici, on peut voir les placettes d'où proviennent les valeurs de particules, et sur l'axe des Y, le nombre de particules. Donc, on peut voir que le P1, donc les érablières à sucre, ont une quantité significativement inférieure de particules de charbon que les placettes de vallée et les placettes de sommets adjacents. Pour la composition des charbons identifiés maintenant, les sommets d'érablières d'abord. Donc, on se rappelle que c'est des peuplements qui sont présentement dominés par les feuillus et le spectre fossile des charbons représente la même chose. Donc, la plupart des sites sont dominés par des charbons feuillus. Pour la composition spécifique, nous avons une grande présence de charbon d'érable, donc le gradient rouge ici, ainsi qu'une grande présence de bouleau en jaune et de sapin en vert foncé. Pour les vallées maintenant,
c'est des peuplements qui sont présentement dominés par les feuillus et cette tendance se maintient dans les registres fossiles. Donc, on voit que tous les sites ont été dominés par des charbons de résineux. Pour la composition spécifique, nous avons une plus grande présence de sapins, une présence de pin blanc en bleu ici et une présence très sporadique de charbon d'érable. Finalement, pour les sommets sans érablière, c'est des peuplements qui sont présentement co-dominés par les feuillus et les résineux. Par contre, le registre fossile, lui, est surtout dominé par les charbons de résineux. La composition spécifique contient plus de charbon de pin blanc ainsi qu'une plus grande présence d'érable versus les placides de vallée. Donc, des charbons identifiés pour l'instant, nous avons fait 21 datations de 3 types de charbon d'érable. D'abord, les érables à sucre, dont les datations sont en rouge ici, les érables rouges qui sont en vert, et les érables SP, donc pas identifiés à l'espèce, qui sont en jaune. D'abord, les datations qui proviennent des sommets d'érablière, on voit que la plupart des datations proviennent du néoglaciaire, donc des derniers 3000 ans, à l'exception d'un individu d'érable rouge qui est très ancien, qui date presque de la déglaciation de la région d'où il vient. Ensuite, pour les sommets sans érablière, nous avons également une grande présence de charbon au néoglaciaire, mais nous avons aussi des individus qui datent de l'optimum thermique, donc entre 6000 et 4000 ans. Et nous avons un charbon qui est un peu plus ancien encore, qui date de presque 8000 ans. Cette fois-ci, un érable SP. Finalement, nous avons très peu de datations faites dans les placides de vallée, puisque nous avions très peu de charbon d'érable, mais ceux qu'on a réussi à dater étaient très récents, donc de 700 à 500 ans. Pour résumer, les sommets d'érablière étaient dominés par des charbons feuillus, alors que les vallées et les sommets adjacents étaient dominés par les charbons résineux. Ensuite, une plus petite abondance de charbon indiquait un régime de feu plus clément sur les érablières à sucre, alors que les vallées et les sommets adjacents avaient une plus grande abondance de particules de charbon, donc des régimes de feu plus sévères. Les particules de charbon d'érable étaient les plus abondants sur les sommets d'érablière, avec les sommets adjacents ayant un peu moins de fragments et une présence que sporadique dans les vallées. Finalement, il y avait également une présence de pin blanc uniquement sur les sommets adjacents et en vallée. Donc, ces résultats nous ont permis de répondre assez complètement à l'objectif 1. Donc, l'érable à sucre était certainement introduit au courant de l'optimum thermique, comme le démontre la présence de charbon, et il a eu une augmentation de l'abondance au courant du néoglaciaire. Par contre, la présence d'érable rouge et d'érable SP avant l'optimum thermique est indicative du fait que l'érable à sucre était probablement présent à ce moment-là aussi, mais sous forme de population très marginale, donc assez marginale pour qu'on ne puisse pas le détecter avec la présente étude. L'objectif 2, lui, est encore en développement. Par contre, les résultats préliminaires nous permettent de voir qu'il y a une présence très sporadique et très récente de charbon d'érable dans les placettes de vallée, ce qui nous indique que l'érable à sucre ne s'est probablement jamais étalé de manière significative dans ces régions-là au courant de l'Holocène, alors que la présence plus importante et à plusieurs moments de charbon d'érable sur les sommets adjacents est indicative du fait que ces sommets-là étaient probablement colonisés par l'espèce au courant de l'Holocène. Toutefois, une présence d'espèces comme le pin blanc, qui sont plus étroitement reliées à des régimes de feu importants, plus sévères, indique que c'est des changements de régime de feu qui ont extirpé l'érable à sucre de ces sommets-là. Afin de répondre complètement à l'objectif 2, un site parmi les 6 que j'ai étudiés a été choisi pour faire une reconstruction un peu plus complète des régimes de feu historiques, en faisant des datations de plus de 70 charbons additionnels. Et ça va nous permettre d'avoir une réponse un peu plus complète, de savoir si c'est vraiment les régimes de feu qui ont fait en sorte que les érables ne se trouvent plus sur les sommets qui ont occupé dans le passé. Merci beaucoup.